Bonjour à toutes les chasseresses et à tous les chasseurs. On salue la présence parmi vous. Je ne vais pas faire ça pour éliminer, mettre à la poubelle, ça c'est bon. On salue tout le monde. Anton Merkley de Fribourg, qui normalement, si la politique joue, va être élu président des chasseurs suisses, un docteur, et puis il y a un super vice-président qui est de la langue tessinoise, de la langue italienne, Fabio Regazzi, que vous connaissez, qui a eu l'occasion de parler hier soir. Alors voilà, il y a des gens qui vont arriver, pas de souci. C'est la grande conférence sur la chasse, le grand débat sur la chasse, comme on a vu l'année passée. Alors comme vous le savez, Passion Nature est né, pour ceux qui ne savent pas, il y a 3 ans, ou il y a 4 ans si vous voulez. C'est un partenariat avec les chasseurs, en général, d'abord ceux de Martigny, et surtout la Fédération du Valais, qui est présidée par Danny Calvermater, qui est là présent. Donc ça, c'est vraiment un partenariat parti d'un canton, parti de Martigny, parti d'intellectuels, d'experts, qui sont sensibles toutes et tous à la biodiversité, l'équilibre entre les espèces. La biodiversité, c'est une expression qui date, un mot qui est né en 1984. Et aujourd'hui, ce mot, vous le trouvez partout, même dans la publicité, Migros ou Coop. La biodiversité, aujourd'hui, tout le monde en parle, comme bio à l'époque un peu. La biodiversité, c'est l'équilibre entre les espèces. Et dans ces espèces, il y a la femme et l'homme. Espèces, hommes ou femmes, qui des fois braconnent, qui des fois ne respectent pas la nature, qui n'ont pas une idée des zones protégées. Et puis quand même l'être humain qui prend de plus en plus conscience de l'importance de la planète et de l'avenir de notre nature. C'est aussi pour ça, avec Valérie Pellissier, ma vice-présidente, on a voulu appeler notre salon international Passion Nature, salon international chasse, tir, pêche, biodiversité. Voilà, ça c'est notre introduction et on est très heureux cette année. J'ai fait des erreurs comme président, un jour de trop et des choses. Et heureusement, grâce à vous tous, vous m'avez conseillé. Puis avec mon équipe, mes managers, on a corrigé, on a concentré sur 3 jours. On s'est aussi concentré sur les chasseurs. On s'est rallié les chasseurs. Ça, c'est un grand rassemblement ici. Les chasseurs de Suisse et surtout de Suisse romande. La Diana de la Suisse romande, c'est Chasse et Nature, ce beau magazine qui aujourd'hui est dynamisé par Vincent Villot, son rédacteur, et surtout par son président Pascal Pittet, qui a été élu il n'y a pas longtemps, et ça donnait un souffle extraordinaire aux chasseurs romans, dont on fait partie tous, les Valaisans, les Fribourgeois, les Neuchâtelois. Il y a aussi eu les Schweitzer-Vega. Alors voilà, Pascal Pittet, c'est un des contributeurs pour la Diana romande. Ensuite, quand on rassemble, c'est toujours plus difficile de rassembler les êtres humains, alors que les animaux, eux, ils ne connaissent pas la douane. Les animaux, ils passent par-dessus les montagnes du Val d'Ost pour venir chez nous. Ils passent aussi de l'autre côté pour aller sur la France voisine, la Fédération de Haute-Savoie, qui était hôte d'honneur l'année passée et qui sont excusés cette année, mais il y a quelques Français qui sont là. Alors la région du Val d'Ost, c'est essentiel aussi par rapport à ces différentes thématiques de la chasse. Et la région du Val d'Ost, aujourd'hui, elle est là, comme l'année passée, avec M. Paul Oreiller, que vous voyez là. Paul Oreiller, c'est le grand patron de la biodiversité de la région du Val d'Ost. Là-bas, ils ont fait des élections, ils changent un peu, mais lui, il reste. Lui, c'est pas un élu. Paul Oreiller, c'est un haut fonctionnaire. Paul Oreiller, la biodiversité, la région du Val d'Ost. Je viens d'avoir au téléphone Laurent Virin, un ministre là-bas, qui nous salue tous. Et puis, Luciano Joris, de la région du Val d'Ost. Luciano Joris, vous voyez, c'est comme les Valaisans, ils ont le même patron. Oreiller, ils sont en Valais dans le Val d'Ost. Joris, il y en a à Orsières. Et Luciano Joris, c'est le président des chasseurs de la région du Val d'Ost. Et pour la petite histoire, Luciano Joris, c'est le papa de Joris qui entraîne l'équipe de Suisse de ski masculine. Qui va bien grâce au fait que c'est un Italien qui les dresse nos Suisses. Voilà, la région du Val d'Ost, la fédération du Valais. On parle des hauts fonctionnaires, des gens brillants, ils disent hauts fonctionnaires, mais ils sont comme nous, ce sont des privés qui veulent aller de l'avant et qui font bouger le mastodonte étatique. Et là, Yvon Crétenant, je ne dis pas que c'est un haut fonctionnaire, c'est
le service de la faune du Valais, qui hier nous a mis aussi des gardes-faunes, c'est absolument extraordinaire. Hier, peut-être plus de 2000, je ne sais pas Valérie, 2500 élèves collégiens, c'était rempli d'enfants hier, et c'est une bonne chose. Donc pour le Valais, Yvon Crétenant, le président des chasseurs valaisans, Danny Calban-Batter, qui est un pilier de l'organisation avec nous, Pascal Pittet, maintenant un nouveau pilier avec la Diana Romande, qui nous a amené quelques centaines de chasseurs, voire plus, peut-être un millier, et aujourd'hui c'est un succès. Tous les chasseurs sont là à découvrir notre salon et aussi à choisir une arme cette année avant que les conditions de l'Europe nous invitent à faire plus de papier. Voilà. Sur le Tessin, c'est aussi très important. L'année passée, c'était la Haute-Savoie Haute d'honneur. Et puis, vous voyez, c'est tellement important aussi. On est allé combien de fois au Tessin qu'on adore aussi vous avez vu le stand du Tessin, pas seulement la chasse, les animaux, mais vous avez vu tout cet effort sur le territoire, comme on dit là-bas, l'environnement, le territoire, la protection des zones. Et c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, pour le Tessin, on a Fabio Regazzi, qui en plus est conseiller national. Alors lui, c'est un élu, mais c'est un entrepreneur, c'est un manager comme j'aime bien, et qui se bat et qui va de l'avant avec aussi la chasse et le souci de la biodiversité. Et là, je ne me rappelle plus, on se dit, Dottore Marco Ilezio. Marco Ilezio. Je te laisse présenter, toi tu es vice-président. Vice-président, qui est aussi un vétérinaire. Vous savez, vétérinaire avec Passion Nature, une année, mais on a toutes les autorisations, les poissons, les scorpions, on a tout, une année, et on arrive, comme a dit Dany, ici en Valais, on arrive, avec les vétérinaires, avec les jeunes, on arrive. Voilà un petit peu, hein, le Val d'Ost, le Tessin, la Suisse romande, et le Valais, bien évidemment, pour parler de la chasse, parce qu'on voit qu'il y a des intérêts communs. Alors, comme j'ai dit hier soir dans ma partie officielle, moi, j'ai beaucoup chassé, pêché, j'ai fait 20 fois le tour du monde dans ma carrière internationale, mais je connais rien. J'aime bien dire que je connais rien. Et je m'entoure de vous tous, qui me donnez des inputs, des conseils pour aller de l'avant, pour parler de tout, pas oublier des thèmes. Grâce à Yvon, principalement. Alors, cette année, avec Yvon, on a essayé de dresser un petit peu des thèmes sur lesquels on va discuter. D'abord, tout notre débat, n'ayez pas peur, c'est produit par Natacha de Pierra, une dame que vous voyez ici, très élégante. Et Natacha de Pierra fait ça pour elle a son YouTube, elle va nous aider aussi à nous donner des conférences. Et il y a une sorte d'accord vraiment avec Natacha que je remercie vraiment sincèrement de filmer tout ça. Et après on pourra produire ces conférences. Et aussi elle fait aussi de nombreuses choses avec Valérie, des vidéos, etc. Voilà, donc si vous êtes d'accord, on va commencer avec ces thèmes. On peut peut-être commencer avec le débat où on voit les différences et les points communs entre les régions. Puis après, c'est aussi intéressant, peut-être, on fait un thème, on discute et tout, puis après on peut donner la parole à la salle. La salle dit, ah, Antoine Maclay dit, ah, mais moi à Fribourg, c'est pas comme ça, je fais autrement. Et puis Jean-Daniel, Jean-Michel, pardon, Michou, va dire, ah non, mais je suis pas d'accord parce que ici c'est ça. Et l'important, c'est d'avancer sur cette thème. Aussi, c'est quelque chose qui me fait plaisir pour Passion Nature. Nous, on s'est rendu compte qu'il faut réunir les régions. Alors, il y a des politiques, des hauts fonctionnaires, mais ce qui était intéressant, on a commencé avec ce côté un peu international, parce que j'aime bien l'international, et puis on s'est dit, pourquoi pas, on a commencé en 2017 déjà, puis après en 2018, mais ce que je trouve extrêmement mignon, c'est que ces gens, à Paris, Passion Nature, ils se réunissent un peu en dehors. Et Passion Nature leur donnait aussi des inputs, parce qu'ils se connaissent par Martigny, ils ont bu du fondant, et puis ils ont discuté, puis après ils se sont dit, on devrait se voir, et ils se voient souvent, enfin souvent 3-4 fois par an, si je ne me trompe pas, c'est sous l'étiquette Alpes Bionet, où ils se voient en différentes régions, des spécialistes, des biologistes, enfin des responsables de la faune et de la chasse en général, pour parler de leurs soucis, de leurs idées, des propositions. Et j'ai vu Yvon m'a transmis tout ça, c'est ce qui m'a permis de préparer ces thèmes. Donc c'est intéressant, grâce à Passion Nature, une initiative privée qui réunit les publics, parce que le territoire c'est public, n'est-ce pas? Il y a des lois, c'est public. Et c'est intéressant que ces spécialistes se réunissent pour améliorer les choses, pour voir de l'avant.
et trouver des solutions communes. Il y a des choses qui se passent très bien peut-être en France, qui peuvent être reprises par les autres. Et comme disait le professeur Meuchler ce matin quand on parlait de la pollution lumineuse, il faut donner l'information. Il faut avoir l'information parce qu'on ne sait pas tout. On est submergé d'emails et tout, mais il y a des informations qui sont importantes qu'on ne connaît pas. Puis, ah ouais, ah ça c'est bien. Et là, on peut améliorer. C'est ça l'idée aussi, Passion Nature, de tout programme de conférence. Alors, on va commencer avec l'apport. Alors cette année, on laisse le loup un peu de côté. Ah oui, les grands prédateurs, mon cher, un peu l'année prochaine. Mais on peut en parler un peu. Puis on s'est dit, parce qu'on a fait venir Jean-Marc Landry, vous vous souvenez, pour le loup, on a fait pas mal de choses. Cette année, on s'est dit, voilà, il y a deux grands thèmes. C'est l'apport de la chasse pour la conservation de la faune sauvage. Hein? La contribuzione della caccia pour il territorio et pour la faune sauvage. Ça, c'est le premier grand thème. L'apport de la chasse pour la conservation de la faune sauvage. Le second grand thème, il n'y en a pas trois, c'est la cohabitation homme, femme, être humain, avec la faune et la flore. Voilà les deux grands thèmes qui vont nous préoccuper aujourd'hui. Alors, il y a un micro, je vais animer tout ça. Alors, le premier point que je vais noter, quels sont... Alors, je vais vous donner pour vous un peu les thèmes. Les bonnes pratiques, hein, point d'interrogation. La préservation des espèces et des pâturages boisés et landes favorables à la production. Les secteurs influençant la connectivité des populations de faune sauvage. Moi, je propose qu'on a assez vite des collaborations privées-publiques. Comment trouver les bonnes synergies avec les services, offices, forêts, environnement, chasse, faune et biodiversité cantonaux et fédéraux. Et quelles nouvelles bonnes pratiques pour demain? Les bonnes pratiques, toujours. Quelle est l'idée? Quelles sont les bonnes pratiques? Qu'est-ce qu'on fait demain de façon un peu concrète? Bonjour Michele. Bonjour Michel. Je t'ai pas vu. Merci pour ton travail. Voilà, alors, les bonnes pratiques, mais je dirais tout de suite, préservation des espèces et des pâturages boisés et les landes favorables à la reproduction. On va commencer par là-bas, hein, Paul? En micro si tu veux. La préservation des espèces et des pâturages boisés et landes favorables à la reproduction. Parce qu'on voit qu'il y a certaines espèces voilà, qui sont en bas, donc hein, quelles sont, je dirais, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de la préservation des espèces et des pâturages? Parce qu'on voit qu'il y a certaines espèces qui baissent, qui sont peut-être en extinction, j'entends, et que l'on doit faire. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour favoriser la reproduction de certaines espèces? Bon, pour répondre à cette question, on pourrait déjà répondre à presque tous les thèmes que tu as déjà annoncés. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs activités que l'on fait. Et alors, avant tout, il faut connaître. Hein. Alors, on fait des études, peut-être on en parlera plus tard. Des études, des monitoring sur les espèces, études où aussi les chasseurs vont participer. Après, on découvre, comme tu disais, que peut-être il y a des espèces qui sont en difficulté. Et là, en parlant de biodiversité, il faut protéger surtout le territoire, les zones où ces espèces vivent. Alors, il y a déjà longtemps, on a plusieurs méthodes. Normalement, on va créer des zones protégées. Il y en a un peu partout, des zones différentes qui proviennent de législation de l'Europe plutôt que des pays, des régions, etc. Et on va, disons, diminuer, on va mettre en place toute une sorte de législature, actions qui vont faire si que on doit empêcher surtout le dérangement pour ces espèces dans ces territoires. Alors, si ce sont des espèces qui sont chassées, naturellement, en ce qui concerne la chasse, on va pas les chasser ou les chasser
Ouais, mais à présent, il y a aussi des autres activités qui peuvent créer des dangers. Alors c'est pour ça qu'on va travailler aussi sur ce thème. Bon. Merci bien. Yvon? Alors pour le canton du Valais, bien c'est clair qu'on veut protéger certains biotopes d'altitude où on a une faune qui est relativement riche et puis qui est surtout représentative des cantons alpins et des Alpes en général. Je pense ici au tétralyre ou au lagopède, d'autres espèces qui sont très présentes dans les pâturages boisés notamment. Alors au niveau de la loi fédérale, eh bien, il y a un article qui précise qu'il faut préserver les biotopes pour les différentes espèces comme on doit préserver l'équilibre des espèces. Et si on travaille avec ces éléments-là, la Confédération a aussi un fonds qui s'appelle Biodiversité en forêt, qui n'est pas géré directement par le service de la chasse, mais plutôt par celui des forêts, mais on travaille ensemble pour choisir les sites, par exemple, d'intervention, pour réouvrir des territoires qui se ferment. Et là, je dois dire, il y a aussi la nécessité, j'allais dire, de collaborer avec l'agriculture, parce que finalement, l'agriculture, de par le pastoralisme, maintient ces milieux ouverts et puis favorise aussi la biodiversité. Et on constate depuis maintenant, je dirais une dizaine, quinzaine d'années, un peu une baisse de pastoralisme à certains endroits en montagne qui favorise l'embuissonnement et puis finalement une perte de biodiversité. Donc on va travailler sur ces secteurs. Et la chasse là-dedans, quand on chasse par exemple le tétralyre, qui est une espèce, on peut dire, emblématique de cet étage, eh bien, on va travailler, on va cibler des milieux. Donc une espèce qui est chassée peut aussi favoriser finalement des interventions sur les milieux pour préserver, pour favoriser la conservation, on peut dire à long terme, de cette espèce. Donc voilà un petit peu les plans d'action. Et dans le canton, il y a plusieurs endroits, je dirais maintenant à peu près une vingtaine de secteurs où les pâturages boisés ont été réouverts, où on a des contrats aussi d'exploitation avec les bergers, les exploitants d'alpage. Et puis sur ces zones, on fait des comptages chaque année avec les gardes-faunes, des comptages au champ par exemple, pour savoir combien on a d'oiseaux et pour voir un peu quelle est l'évolution et les effets bénéfiques ou non finalement des mesures qui sont prises. Merci. Dany? Oui, là, chez la capacité de notre service à Rouge de moi, je pense que je peux répéter seulement ça puisqu'il a dit, alors je vais donner la parole à Pascal. Mais oui, tu auras l'occasion plus tard, Dany, de parler. Merci, Dany. Moi, je reprendrai, disons, le thème apport de la chasse pour la conservation de la faune sauvage. Dans les bonnes pratiques, il y a quand même le fait qu'on ne doit pas oublier que le chasseur, c'est quand même une sentinelle qui est dans la nature, qui se promène, qui voit l'évolution des choses, qui est là pour tirer la sonnette. C'est quelqu'un à qui il faut faire confiance parce qu'il a eu une formation, il était préparé, il a fait 2 ans d'études pour passer un permis. Et puis c'est une personne qui est capable d'avoir un jugement et de tirer la sonnette suivant l'évolution des choses. Donc ça c'est quelque chose de très important pour moi, le chasseur sentinelle, le spécialiste de la nature qui peut par son travail protéger les espaces, parce que les espèces c'est une chose, mais il faut qu'on protège les espaces, qu'on favorise les biotopes. C'est du travail qu'on fait et qu'il faut poursuivre. Et puis, dans le deuxième, la préservation des espèces dans les pâturages et landes favorables à la production, c'est quelque chose de, bien sûr, de très important. Il y a des programmes, par exemple, de mise en réseau des habitats qui sont capitaux pour la petite faune. Et là, il y a les ONG qui travaillent, aussi les services fédéraux d'État qui subventionnent l'agriculture pour replanter des haies. On a peut-être tout enlevé et pas pensé à l'importance des haies qu'on connaissait quand on était enfant. Et puis, c'est un programme qu'il faut refaire. On peut le faire avec les chasseurs. On l'a pratiqué sur le canton de Fribourg en collaboration avec les ONG. On a fait pour moi des bons travaux dans ce sens-là. Il y a des choses qu'on peut travailler pour vraiment des choses toutes simples qui pourront faire revenir de la petite faune. Il faut simplement qu'on fixe des objectifs et avec l'État, avec les services de forêt ou de faune, mais qu'on ait vraiment des objectifs et un programme, parce que ça ne sert à rien qu'on aille faire une prairie pour le petit coq ou d'autres travaux pour le lièvre. Si au-dessus d'eux, il y a 30 000 royaux qui au kilomètre carré qui tournent, il faudrait qu'on ait un peu de concertation pour la gestion globale, fixer des objectifs par espèce et puis prendre des mesures adéquates. Voilà, Monsieur le Président du Tessin. Bonjour à tout le monde. Merci encore pour l'invitation. C'est pour nous un grand honneur d'être ici à Martigny. On se réjouit de pouvoir contribuer à cette manifestation.
avec mes collègues qui ont fait un travail extraordinaire. Alors, moi, je partage tout ce que j'ai entendu avant moi. Je dois dire que moi, je ne crois pas à la thèse que la nature peut et doit se développer d'une façon de soi-même. Moi, je pense que l'homme a un rôle fondamental dans ce domaine. Et c'est clair, il faut le faire avec des compétences, avec intelligence, avec sens de responsabilité. Mais sans l'homme, ce serait le chaos. Et dans ce domaine, c'est clair, c'est évident que le rôle des chasseurs est fondamental. Nous, par exemple, au Tessin, les sociétés de chasse, tous les années, organisent, il y en a beaucoup de sociétés de chasse, des interventions de la récupération des habitats. On intervient en travaillant sur le territoire, sur les alpages, il y en a toujours moins désormais. Et il y a ce travail qui vient faire, surtout par exemple pour la coque de bruyère. Coque, c'est pas le terme, c'est correct, tétralyre, mais pas seulement. Et ça, c'est une contribution concrète. J'entends beaucoup de théories, surtout par les ambiants de protection de la nature, mais ils sont souvent plus capables à parler, mais pas à travailler. Nous, on parle moins et on cherche de faire un travail concret pour la nature, pour la biodiversité. Et dans ce sens, je suis convaincu que les chasseurs ont et auront encore en futur de plus en plus un rôle fondamental en collaboration avec l'État, parce que ces interventions, nous, on les planifie et on les fait en accord avec le bureau de l'État. Et ce qui a dit avant, maintenant je pense la batterie est à plat. Mais on vous entend bien. Bon, j'ai une voix qui est assez forte et je vais vers la conclusion, ça veut être un signal que je dois arrêter, peut-être. Ce qu'a dit M. Crétenat est absolument correct à mon avis et je partage tout à fait son avis. La collaboration entre les chasseurs, les fédérations de chasse, les sociétés de chasse et les offices, les bureaux de l'État, quand il y a des fonctionnaires qui comprennent, qui sont responsables, je pense qu'elle est très productive et elle va sortir des bons résultats. Merci beaucoup, Fabio. Je dis c'est intéressant de voir qu'il y a une sorte que le biotope fait partie intégrante, comme a dit j'entends Pascal, de protéger les espaces. Et quand on parle de protéger les espaces, je trouve que cette information extrêmement intéressante, c'est qu'il y a une collaboration des services forêt, on a vu, forêt, biodiversité, l'agriculture, où il y a de moins en moins de pastoralisme. Je suis fils de paysan, il y en a de moins en moins des paysans et des pasteurs avec les chiens, on laisse un petit peu tout et n'importe quoi. Donc je trouve ça très très intéressant. Et puis ensuite, le rôle alors du chasseur avec cet aspect de la connaissance. Parlez moins comme les adversaires qui disent « Ah, il ne faut pas toucher, il ne faut rien faire, il faut tout laisser ». Et c'est le chaos en ce moment-là. Et c'est là que Passion Nature et nous tous, on a un devoir d'information et d'informer sur les bonnes pratiques que nous faisons. Et j'ai aussi quelque chose qui m'a incité à avoir le courage avec mon équipe d'organiser Passion Nature, c'est que moi je connais rien, mais je suis un homme de communication et je vois comment les adversaires, ils ne vont pas toucher, c'est des tueurs, les chasseurs. Non, il faut que les chasseurs, M. Merclé, et par Passion Nature et d'autres, qu'on communique beaucoup plus fort dans la communication, beaucoup plus dans le lobbying, beaucoup plus pour dire voilà ce qui a été dit. Et ça, c'est important à l'avenir. Il y a eu des motions qui ont passé à 95, 93 et tout ça. Vous voyez combien c'est fragile. Et la communication, le lobbying, et d'oser parler, d'oser dire fort, nos rôles et nos responsabilités, à mon avis, sont essentiels. Moi, je trouve qu'on a déjà bien parlé du premier thème, dans les bonnes pratiques, on a déjà parlé des bonnes pratiques.
Il y a aussi cette action dans le Mendrisotto que j'entends. Dans notre stand. Dans le stand qui est extraordinaire. J'ai vu ça ce matin avec Valérie et le professeur Meuchler, musée d'histoire naturelle. Ils voyaient tout ça. Il dit ça c'est essentiel. Et le professeur Meuchler du musée d'histoire naturelle, c'est un pont. C'est ça, c'est quelqu'un qu'il faut avoir avec nous. Lui, quand il parle, eh bien, je peux vous dire qu'il va vous défendre. Je propose qu'on donne la parole à la salle. La batterie à plat, nous aussi on arrive bientôt à plat, mais il reste encore un jour. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ces points où vous aurez donné un complément, dire selon vos expériences quelque chose qui n'a pas été dit? S'il vous plaît. Allez, comme ça on fait un peu de l'interaction. Monsieur Merkley, j'aimerais vous entendre un peu. C'est vrai. Merci. Pour moi, c'était très important ce que Pascal Pité a dit. Moi, je suis tout à fait son avis que chasseur, il a vraiment sa place dans la nature, mais il doit lutter pour. Et puis ce que vous avez dit qu'on doit faire du lobbying, ça c'est le point très important maintenant pour peut-être ma future chasse suisse. En tout cas là, je vais lutter pour ça, pour mes études. Moi j'étais avant dans cette conférence très intéressante de cette journaliste genevoise. Manu Piachot. Voilà. Une femme très critique. Elle est au fond. Une femme très critique. Une femme très critique qui était anti-chasse, qui a étudié le tout, et puis qui est devenue une sympathisante de la chasse. Et puis c'est ça qui est important. Oui, tout à fait, je confirme. Très bien. Voilà, c'est ça que je trouvais bien, en réfléchissant, en voyant les études, en voyant le développement qui se fait sur notre côté. Elle a changé son âme. Et puis, j'espère que vous restez comme vous êtes là, sur le bon chemin. En tout cas, je suis convaincue que par la connaissance, on peut évoluer dans ses convictions. Merci. C'est une preuve d'intelligence de changer d'avis. Je veux dire aussi cet aspect communication, j'ai voyagé beaucoup dans le monde. Si vous saviez le Japon par exemple, le Japon, l'Angleterre, la France, les États-Unis, l'Argentine, c'est extraordinaire le lobbying. Alors ils sont forts, alors presque un peu trop forts des fois parce qu'ils exagèrent, et ça c'est peut-être un élément voilà, à garder pour l'avenir, mais ce qui est tellement important c'est aussi cette formation. C'est Yvon qui a dit, voilà, et Daniel, il y a 2 ans de formation, aussi les chasseurs, voilà. On peut discuter après, est-ce qu'en France c'est un peu trop facile? En France, en quelques semaines, vous avez un permis. Vous avez vu, on connaît bien la fédération d'Haute-Savoie, vous avez vu, il y a un accident, une fois il y a 1 année et demie, 2 ans, un autre accident des jeunes complètement sous qui ont tiré sur un jeune qui faisait du vélo, mort. Et, vous voyez donc, hein, la formation, la connaissance, l'information, l'éducation. Et je sais que j'ai jamais fait de permis de chasse, j'ai toujours été à l'étranger en septembre. Mais je veux dire, ici, cette formation que sur 2 ans, qui approfondit sur le biotope, la faune et tout ce qui est enseigné, je connais les programmes, que ce soit au Tessin, que ce soit en Valais, en Suisse romande en général, ça c'est vraiment un gage de responsabilité. Oui, Antoine. Oui, j'ai une question à tout le monde. Comment vous pensez qu'il faut faire un lobbying qui est mieux encore que maintenant? Est-ce qu'il faut aller sur Instagram, Facebook, Twitter, ou bien est-ce qu'il faut faire des conférences? Vous voyez, maintenant, il n'y en a pas beaucoup qui sont là, avec des gens tellement vraiment importantes. Alors, c'est ça ma question. Comment il faut faire ce lobbying? Et puis là, je suis heureux d'avoir Fabio à côté. Voilà. Non, mais c'est bien. Ça, c'est quelque chose que je connais assez bien. Ouais. Alors ici, on a des grands... Moi, je me rappelle, je vais vous faire rigoler. Quand j'étais jeune avocat, j'étais dans les affaires, puis Adolphe Foggy, hein, il m'a dit Jean-Pierre, viens avec moi, j'étais jeune, lieutenant-colonel IMG. Et Adolphe Foggy, on était aux États-Unis pour les Jeux d'Atlanta en 1996, on était dans plusieurs choses. Et puis Dolph, il me disait, ah Jean-Pierre, il faut faire une conférence de presse avec ses conseillers et tout. J'ai dit, Dolph, conférence de presse, tu verras, il y a 3 journalistes, 4. On a fait la conférence, pourquoi je dis ça? Il y avait 3 journalistes, 2 personnes et tout, et il était fâché. Il a dit, vous connaissez Dolph, alors pourquoi? J'ai dit, Dolph, il faut ça, la télévision. Après, ça c'était 96, après il faut Facebook. Chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut Facebook.
Il faut les sites internet. Mais moi j'ai appris que les sites internet c'est pas suffisant avec Valérie Pellissier, Natacha et d'autres. J'ai compris que les sites internet c'était. Il faut Facebook, il faut Instagram, et puis on doit faire le matin, l'après-midi. Et là il faut vous entourer. Ils vont parler, ils vont répondre. Mais de mon côté, quand on fait Passion Nature ou d'autres choses, Valérie peut expliquer. Il faut du Facebook. Enfin, elle peut prendre la parole, Valérie. C'est ce qu'elle fait. C'est important de faire un peu de digital, Facebook. Alors Antoine, il faut voilà, tu as raison de soulever. Et moi je trouve que là, je dis très sincèrement, quand je vois, je trouve que le lobbying n'est pas assez fort en général. Mais après, chacun a sa responsabilité. Moi je ne critique pas les autres. Moi j'ai affaire ici avec mon équipe, mais Facebook, Instagram, etc. Et il faut envoyer partout. Et Internet, ça ne suffit pas. Et la presse aujourd'hui fonctionne différemment. Vous savez que la presse a des gros problèmes pour la publicité, n'est-ce pas? Alors la presse, il dit, Monsieur Sepet, pour Passion Nature, on vient 10 000 francs. Demandez à Valérie, 5 000 francs. Vous me donnez 5 000 francs, et puis après on fait un public reportage. Vous voyez, il faut se débrouiller par soi-même avec les réseaux sociaux. Allez, Fabio, toi qui as une grande expérience en communication. Tu as parlé d'une chose très importante que je lis presque tous les jours. Alors, la première chose, c'est chercher d'élire des députés qui sont chasseurs. Ça aide beaucoup, ça, je peux le confirmer. Au Conseil national et au Conseil des États, on est 13 sur 246. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même une petite force de frappe et il faut bien s'organiser. Deuxième chose, il faut apprendre pour moi, les meilleurs dans le lobbying que j'ai connu depuis que je suis à Berne, les agriculteurs. Ils sont incroyables. Moins que 1% de la population, mais ils font élire, je ne sais pas combien d'agriculteurs au Parlement, et tous les fois qu'il y a un thème qui touche l'agriculture, ils gagnent. Ils gagnent. C'est n'importe quoi, ils sont vraiment très forts, ils sont très bien organisés, ils sont très puissants, et c'est là qu'on doit un peu s'inspirer. Moi, je pense que Chasse Suisse a déjà fait un bon travail dans ce sens, dans le lobbying. Par exemple, on a la révision de la loi sur la chasse qu'on est en train d'aborder dans cette session. Et on a fait un travail qui a sorti quelques résultats. Mais il faut vraiment se donner à fond. On se retrouve toutes les sessions. On a un groupe interparlementaire de tous les députés qui sont à Berne. On rencontre les chasses suisses qui nous donnent un peu les informations, qui nous donnent l'avis sur les thèmes qu'on va aborder pendant la session. Ça, je trouve, c'est vraiment très important. Et je conclue avec le thème des réseaux sociaux. On ne peut pas s'en passer. Je pense que on est obligé même si nous on fait quelque chose qui est très lié à la tradition, qui est quelque chose d'atavique, mais on doit s'adapter à la nouvelle réalité. Et la nouvelle réalité, c'est aussi les réseaux sociaux. Nous, avec notre fédération de chasse, on a ouvert un profil Instagram de notre fédération et on a vu qu'il a eu un bon succès. Maintenant, on va décider de faire encore un autre pas et aller, par exemple, aussi sur Facebook. Et c'est très important parce qu'il faut communiquer aussi les choses qu'on fait, par exemple, dans le domaine de la récupération des habitats. C'est important de les faire connaître. Et si on veut les faire connaître, ça va surtout parmi les réseaux sociaux. Alors, je pense qu'on n'a pas d'autre chance. Il faut s'ouvrir au monde et il faut montrer ce qu'on est vraiment. On ne doit pas avoir peur de dire ce qu'on fait, ce qu'on est, nos idées, nos valeurs. Je pense que c'est vraiment fondamental. Oh. Pascal, qui a donné, vraiment, je redis, Pascal Pitel, nouveau président de Diana Romande, vraiment, bravo Pascal. Chasse et nature, on se fait ce machin, je dis franchement, je ne vais pas critiquer les anciens, mais l'autre jour, il disait, mais enfin, maintenant, le Chasse et nature, c'est un vrai magazine, où on parle de la faune, on parle des lois, on parle de la pêche, et Pascal, bravo. Merci Jean-Pierre. Oui, le point important du lobbying, c'est la question de base. C'est vrai, moi je vois dans le canton de Fribourg, on n'a plus qu'un seul député chasseur. Malheureusement pour nous, il n'est pas très écouté comme chasseur, pour différentes raisons, il n'en est plus rien. Mais on ne peut pas compter là-dessus, tant mieux, surtout je suis content qu'au Conseil national vous êtes encore 13 sur 246.
Mais on doit s'appuyer, on doit faire notre lobbying, même malgré qu'on n'en aurait pas. On pourrait très bien, l'année prochaine, plus avoir de députés chasseurs fribourgeois. Il faudrait quand même qu'on fasse notre lobbying. Alors, c'est très juste, le monde de l'agriculture a toujours été derrière les chasseurs. C'est un monde auquel on doit être proche. Et puis, on doit faire notre travail. Vraiment, on a un très, très bon lobbying de chasse suisse, je félicite. Pour moi, c'est parfaitement fait à l'heure actuelle par l'équipe à Egli. Et vraiment, j'encourage à aller dans ce sens. Il faut, malgré qu'on ait des députés ou non, il y a tellement de choses à faire, c'est possible. Il faut qu'on s'entoure de bonnes personnes, capables d'influencer. Pour tout ce qui est de, bien sûr, les réseaux sociaux, Diana Romand, on les a débutés tout de suite. Après, j'ai tout de suite demandé une page Facebook et un compte Instagram. Et je vois que... Qui n'existait pas avant. Qu'on arrive vraiment à communiquer, à favoriser. Maintenant, on a ouvert la revue à 88 kiosques qui ont commencé en avril avant de la revue. Mais ça ne suffit pas parce que la maison allemande qui gère ça maintenant va faire un test de 6 mois. S'il n'y a pas de résultat, ils vont stopper le test, c'est fini pour 20 ans. Alors, on appuie sur Facebook et autres choses pour vraiment communiquer, même des actions payantes qu'on peut faire pour quelques dizaines, centaines de francs. On peut toucher des milliers de personnes, rien que les informer. Diana est dans les kiosques quand ils passent à la gare ou autre. Ça, c'est vraiment important. Et quand on réalise un projet, bien sûr, de biodiversité ou autre chose, le faire savoir, c'est simplement que la population sache que les chasseurs ne font pas que de tirer à l'année et puis qu'ils font autre chose. Merci Pascal. Oui, Valérie peut vous dire, Valérie, le matin, ça c'est 20 francs, 30 francs, je ne sais pas quoi, le matin, le soir. Valérie. Des publications essentielles, on fait des publications sponsorisées, on a aussi une page Facebook, Instagram, site internet tout neuf, on essaie de... Pas forcément, non. Pas toujours. Non, pas toujours. Deux systèmes. Moi je suis né au 15e siècle, mais Valérie m'a expliqué Facebook, comment ça marche. Moi je suis né au 15e siècle, la Toscane, la Renaissance. Facebook pour moi c'était des trucs de privé qui m'énervaient, mais il faut faire. Si on n'a pas Facebook, vous êtes out. Et les verts et les socialos, alors eux ils utilisent, eux ils savent. Avec des petits mots ils savent nous attaquer. Dani, toi tu es fort en communication. Alors dis comment tu fais? Non, mais je dois dire quand même, je partage la question de Anton parce que nous, on est déjà un moment en train de discuter. Parce que comme tu dis, ça ne suffit plus aujourd'hui d'être dans le Schweizerjäger ou chasseur nature, parce que là, c'est toujours les chasseurs, ça reste entre nous. C'est ça, ouais. Mais là, on a vraiment un problème parce que si tu as, par exemple, une association comme chez nous, ça c'est une monstre dimension, tu sais, là tu as beaucoup de boulot à droite et à gauche, et les derniers mois par exemple, on n'a fait rien d'autre qu'on était en train de discuter avec les politiciens, parce qu'on a toujours quelque chose dans le Grand Conseil, ou bien maintenant la révision de la loi fédérale, et nous on a malheureusement seulement un qui a un permis de chasse des représentants de Berne, ça veut dire là il faut informer tous les autres bien. Et là, il ne te reste pas assez du temps pour faire quelque chose dans ce sens-là. Et là, il faut trouver vraiment des solutions, parce que, comme vous avez dit, ça c'est la chose plus importante aujourd'hui, il faut donner une bonne image à les gens qui ne vont pas chasser, qui ne sont pas intéressés, mais qui attendent quand même toujours quelque chose de la chasse. Et là, si on a une association comme nous ici, maintenant, par exemple, on a 5000 chasseurs. Ça veut dire 3000 qui vont chasser, mais 5000 avec un permis de chasse. Et là, imaginez-vous, là, il y en a au minimum 3 ou 4 dans chaque famille, ça fait 15, 20 000 gens en Valais, et ça c'est impressionnant. Et là, il faut dire, si on a 20 000 gens qui sont déjà à notre côté, mais on vendre tout ça pas ou bien mal, ça c'est très dommage, et ça c'est plus en plus important de réagir et de trouver des solutions pour faire là quelque chose. Pour ça, je partage ta question, parce qu'on discute depuis un sacré moment, mais ça c'est toujours aussi une question, tu sais, aujourd'hui on a 9 membres de comité, mais il faut avoir des gens qui sont vraiment dans le métier pour laisser faire quelque chose dans les réseaux sociaux, parce qu'on a des présidents de... Oui, c'est ça. Et là, on ne peut pas engager un secrétaire. Et hop là, maintenant tu fais. Il faut des Là, spécialistes. il faut être toujours dans le métier, là il faut savoir qu'est-ce qui se passe pour l'instant. Et ça c'est le plus grand problème, parce que chacun ici, je pense, est engagé tout le temps. Et si vous voulez faire ça aussi encore en plus,
ça coûte beaucoup de temps pour faire ça comme il faut. Et là, encore une fois, toi, tu partages la question. Et il faut trouver des solutions pour améliorer ce truc-là. Et c'est dans cette idée-là qu'on a notre petit niveau passion nature, avec tous ces conseils et tout. Nous, quand on a commencé, alors moi, je suis entouré de spécialistes et tout, Valérie et d'autres, hein, j'entends Natacha, etc. Et nous, ce qu'on a voulu faire, parce que toute ma famille est chasseur-pêcheur. Vous savez, mon oncle insiste, malheureusement, il n'entend pas les CP, les années, on yoyote un peu les CP. Alors, mais je veux dire, voilà, je me suis dit, on doit faire venir les autres. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée des animaux vivants, où j'ai mis 1 année pour obtenir les autorisations, les enfants, les écoles, et tous les autres. Même on a fait venir Landry, le loup, les antispécistes, il y en avait un ici, les véganes, et de bombarder partout à d'autres qui viennent ici. Ils disent, ah dis donc, la chasse, ah ouais, alors ça, les zones, ils ont vu ton territoire, combien ils disent, ah, c'est pas que ça la chasse, c'est autre chose, et cette notion-là. Voilà, Yvon. Après, Jean-Michel, on a la parole. Après, Yvon. Peut-être deux petites visions différentes. La première, c'est une vision privée, ça veut dire comme chasseur. Je pense que le lobby commence déjà au niveau de la famille et des amis. Et je pense comme chasseur, pendant longtemps, on n'a peut-être pas assez mis en valeur les produits de la chasse. C'est clair que si vous invitez des non-chasseurs à votre table, vous partagez un bon repas, vous parlez de chasse, bien ça commence comme ça. Parce qu'après, on en fait des gens qui ne sont pas forcément opposés à la chasse, au contraire, ils trouvent qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ça, c'est peut-être le point disons, le plus privé comme chasseur. Maintenant, au niveau de l'État, c'est clair que l'État aurait un rôle à jouer dans l'information. Pendant longtemps, je dirais, les chasseurs étaient plutôt vivaient entre eux, hein, et ils étaient toujours réactifs, mais pas proactifs. Et aujourd'hui, l'État doit travailler aussi avec les chasseurs, parce que les chasseurs sont des partenaires, en tout cas de notre point de vue, qui sont très utiles pour la conservation des espèces et qui veulent faire perdurer leur activité et par là perdurer les espèces. Donc, on doit être partenaires, fiables, travailler ensemble, et ça c'est aussi un lobby qui est important. C'est clair que ça c'est très important ce qu'il dit aussi. Bon, on peut être d'accord, nous on a des choses bien à dire, mais c'est important. Qu'est-ce qu'on dit? Dans la communication, on ne peut pas communiquer n'importe quoi. Et ce que dit Yvon, c'est tellement important, ce que dit Yvon, c'est de dire, ben voilà, ce qu'on fait, ce qui vient d'être dit là, le biotope, etc., et bien ça, c'est des messages après que l'on doit transformer pour les gens de la communication. Et il y a des choses à dire, c'est tellement essentiel pour la nature. C'est très bien. Paolo. Oui, avant de laisser la parole à Luciano en tant que président des chasseurs. En ce qui concerne l'administration, moi je vois que, je parle pour l'Italie, la Valle d'Aoste, Italie, c'est difficile pour nous de parler de la chasse, parce que maintenant, moi j'ai l'impression que la chasse est vue dans un sens plus négatif, non? Il y a cette phase qu'on va abattre des animaux et c'est vraiment difficile. Alors nous, maintenant, on cherche de faire comprendre que justement, les chasseurs, pour nous, sont une ressource très importante. Parce qu'on fait des comptages, des monitoring, on fait des études. Et si on a des espèces chassées, on peut faire un tas d'initiatives avec les chasseurs que s'il n'y avait pas les chasseurs, on ne pouvait pas le faire. Alors, on va expliquer qu'on va chasser dans un système équilibré, on ne met pas en danger l'espèce, et par contre, on a cet aspect très positif d'avoir des gens motivés qui peuvent nous donner une grande main. Là, c'est un peu le défi qu'on a nous maintenant. Ce que la France a bien réussi. Oui. Ceux qu'on connaît bien, la France, la Haute-Savoie, le préfet Macron, il donne de l'argent au préfet de la région Rhône-Alpes-Auvergne, présidé par Laurent Wauquiez, j'entends, eux, ils reçoivent l'argent et ils donnent aux chasseurs. La fédération de Haute-Savoie, vous vous souvenez Valérie, plus de 10 millions par an, mais les chasseurs doivent faire le travail. Tu parlais du projet Albionnette. Albionnette, oui. En effet, le projet Albionnette, la partie qu'on a présentée à Chamonix, c'était surtout une partie où les chasseurs ont travaillé beaucoup. Oui, j'ai vu la présentation. Luciano, vas-y. Merci de l'invitation. Tu parles bien le français, toi t'es ancien libre au Saint-Pierre, les Maurice. Pas trop. Merci de l'invitation, je suis venu très content parce que je crois que connaître
d'autres choses, c'est très important, se mettre en conforme, c'est vraiment intéressant. Je vous dis que moi je représente 1500 chasseurs, pas trop, d'une petite région, mais quand même. Et je vais partir sur le thème passion nature, parce que pourquoi moi je me suis engagé à faire le président de la chasse? Pour la passion à la nature. C'est ça le fondement, je crois, qui m'a un peu obligé et m'a poussé à faire des travaux avec les chasseurs. En Vallée d'Aoste, on travaille ensemble, les chasseurs, l'administration régionale et les bureaux techniques. Mais je crois que c'est l'important de faire savoir à la société ce qu'on fait. Parce que moi, j'ai travaillé pour plus de 30 ans à la télévision italienne. J'ai fait des reportages, j'ai fait des comment on dit, oui, des reportages, des films, et j'ai toujours fait des choses liées avec la nature. Et j'ai vu que le public, les gens, ils ont toujours apprécié ce qu'ils regardaient. Mais ce qu'ils regardaient et ce que je faisais savoir, voir aux gens, parce que la nature, l'environnement, la sauvegarde du territoire, c'est très important aujourd'hui. Et les chasseurs, par nous, dans la petite région, ils sont très importants pour surveiller sur le territoire. Parce que maintenant, où le territoire, c'est difficile. Pas tous les gens, pas tous ils peuvent aller voir ce qui passe dans les montagnes. Parce que c'est une, comment dire, c'est la montagne qui aujourd'hui, il a besoin des gens. Comme disait, je crois, monsieur, il disait, la montagne, il a besoin de l'homme maintenant. Il a besoin de l'homme. Et nous, on est en train de chercher de porter une culture aux nos chasseurs. Et maintenant, il est très difficile, hein, mais l'évolution des chasseurs, ils sont en train de changer, ils sont en train d'aller dans cette direction. Très difficile. Mais la société, elle est encore un peu restricte sur ça. Mais on va faire savoir ce qui passe, ce qu'on fait. Et moi, j'ai vu avec mes reportages qu'ils sont toujours, comment on dit, acceptés ce qu'on fait ensemble. C'est ça, il y avait une chose quand on est allé, mais tout à fait Luciano, quand on est allé au Tessin chez Fabio est aussi extraordinaire, tac 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 tac, les télévisions qui sont arrivées, on a vu, là aussi, pour répondre Antoine, Fabio, tac 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 tac, les télévisions, ils avaient un peu raté, les journalistes, ils sont tous arrivés, parce qu'ils avaient envoyé l'invitation presse avec le communiqué avant. Alors le journaliste, il reçoit le communiqué, il dit, on n'a pas besoin d'aller à la conférence de presse, Fabio l'a fait clac 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 clac, les télévisions sont arrivées, les reportages sur la télévision, téléjournal tessinois avec des images de la nature, j'ai tout vu, la nuit, des images avec Valérie, on a vu tout ça, c'était absolument extraordinaire. Ça, c'est de la communication. Jean-Michel. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Oh, il y a encore quelque chose à dire. Mais j'aimerais peut-être revenir sur le mot de la biodiversité. Parce que finalement, la biodiversité, c'est un équilibre. Ça. Et je crois qu'au niveau de l'équilibre, le chef d'orchestre, c'est l'être humain. Et à partir de là, on doit construire quelque chose. Le mot chasseur, il faudra peut-être qu'on dise, et je viens d'entendre le mot partenaire, plutôt que chasseur. Parce que chasseur peut être assimilé à tueur, il profite et ça, partenaire. Partenaire dans une communication. Aujourd'hui, j'aimerais juste aborder un thème qui me paraît essentiel, c'est de dire, attention, nous sommes en train d'assister à une division entre les villes et la montagne. On l'a vu d'ailleurs. On a vu ici pour le Valais, quand on a voté pour les Jeux Olympiques, ça a été clair, c'était les villes qui ont fait pencher le côté négatif par rapport au non. Par contre, ça me réjouit de voir que le canton de Zurich, ils viennent d'accepter à un niveau de 83 ou 84% de dire on ne supprime pas la chasse.
On vient d'assister tout à l'heure, je ne sais pas si elle est toujours là. Elle est là, Manu Piachot. Non, elle sait Par rapport- que Zurich n'a pas par rapport fait aux Genève, lois, n'a pas fait comme URI viennent de voter aussi, pour dire on va contre les prédateurs. Donc à partir de là, on doit peut-être nous, à travers la communication, comme on a dit, Instagram, Facebook et ça, dire on cible, mais le ciblage commence aussi par les différentes couches de population. Inciter, puisqu'on a dit hier, il y avait combien d'élèves qui étaient venus ici visiter ça 2003, 2500. Canton de Vaud, Haut-Valais, quelques classes du Haut-Valais. Et ça commence par ça. Nous sommes des minoritaires. En Suisse, 30 000 chasseurs sur 8 millions d'habitants. On a peu de poids. Et par contre, c'est de dire, si nous sommes des partenaires qu'on intègre, et cette intégration fait partie de ce qu'on appelle du rôle de l'État, du rôle des élus, c'est à travers ces gens-là. La chasse aura un avenir pour autant qu'on arrive à convaincre les politiciens. Parce que ce sont eux qui nous fabriquent les lois, et la chasse, si on n'arrive pas à maintenir cet équilibre à travers les réseaux sociaux, ça c'est une chose, on négocie les lois avant, mais d'une fois qu'elles sont là, on doit les appliquer. Et puis pour faire changer des lois, on sait le temps que ça prend. Et puis d'ici là, il y a peut-être des dégâts qui seront irréversibles. Donc, je dis simplement qu'on doit peut-être changer de nom. Nous sommes des partenaires. Nous sommes des chefs d'orchestre et on diffuse une semence peut-être qui va certainement produire des fruits, mais il faut semer. Jean-Michel, c'est tellement important ce que tu dis, parce que tu reprends un peu les éléments en synthèse et tout. C'est vrai, dans la communication, on doit être plus malin, c'est-à-dire dans une communication, on doit être positif d'abord. Il y a une communication positive. Voilà. Et là, il faut faire parler la nature, des mots de construction, positifs, partenariat, biodiversité. Et puis là-dedans, bien évidemment, il y a les chasseurs, il y a les pêcheurs et tout ça. C'est tellement important. Mais c'est vrai qu'au niveau... Alors, je suis aux fédérations suisses, je n'ai pas tellement suivi, mais messieurs les futurs présidents et vice-présidents, là, vous avez du travail hein, sur la com, comme ils disent, la prod et la com. Là-bas. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis M. Quintalé, docteur en biologie. Enchanté. Membre d'une association qui s'appelle SPW, qui s'appelle à Genève. Bienvenue. Et nous sommes pour la protection d'un animal que les chasseurs n'aiment pas trop. Lequel? Le loup. Alors, je ne veux pas faire de misère aux chasseurs, parce que moi-même j'ai été chasseur, pêcheur. Tout à l'heure, beaucoup de gens disent parmi vous que l'homme doit protéger la nature. Je vous prends un peu à contre-pied, c'est que la nature, elle nous dominera toujours. L'homme ne pourra jamais faire rien contre la nature. C'est elle qui nous dominera. On le voit tous les jours, par les tempêtes, par le réchauffement climatique, par beaucoup de choses qui sont autour de nous. Le loup est venu dans les Alpes par lui-même. Personne. Hein? Non. Le loup est venu. Je parle, messieurs. Un à la fois. Un à la fois. Je vous ai pas. J'adore ces débats. Ça, c'est fantastique. Un à la fois. Allez-y, mon. Le loup est venu par lui-même dans notre territoire. Le lupus italianus, qui vient d'Italie en particulier. J'ai travaillé comme biologiste à Yellowstone, j'ai travaillé comme biologiste en Russie, j'ai travaillé dans beaucoup de pays où il y a des loups. Ces loups s'infiltrent comme nous, c'est exactement comme le renard. Hein? Le lynx, par contre, nous l'avons réintroduit. Mais le loup est un prédateur qui ne prélève que ce qu'il a besoin. Laissez-moi finir. Chacun la parole. C'est moi qui anime. C'est comme dans les débats télévisés, il y a un journaliste qui anime. Par contre, s'il vous plaît. Je vous ai dit au début, j'ai été chasseur, parce que j'ai laissé tomber la chasse, parce qu'en France, je me suis fait tirer 2 fois dessus. C'est drôle, Le monsieur parlait d'une étude, en France, ça se fait pas. Vous achetez un permis et vous êtes chasseur. Bon, peu importe. Vous avez une question? Le loup en particulier, le chasseur, lui, devrait devenir un prédateur. Je vois que les chasseurs français ne sont pas des prédateurs, ce sont des viandards. Ils tuent pour remplir des frigos. Il y a un peu de tendance qui a été combattue. Oui, qui a été. Là, j'ai écouté tout ce que les Suisses. Vous avez une question, monsieur? Moi, ma question? Oui, quelle est votre question? Ma question, c'est pourquoi on ne respecte pas, vous nous parlez de protection de la biodiversité, le loup en fait partie, il est vrai que c'est le prédateur suprême que nous avons chez nous, après il y a le lynx et d'autres prédateurs, mais le plus grand prédateur à l'heure actuelle pour nous, c'est l'homme. D'accord. Voilà. Merci. Voilà. Attendez, s'il vous plaît. Yvon, je voudrais que tu répondes.
par rapport à cette... Mais c'est pas débat, on est ouvert démocratique. C'était pas prévu qu'on parle du loup, comme j'ai dit, des grands prédateurs. On en a parlé l'année passée, mais volontiers. Alors, je propose qu'ils vont répondre, puis après, si quelqu'un veut répondre, pas de problème, mais ils vont répondre, puis après des personnes qui ont réagi. Je vais déjà Manu Piachot, s'il vous plaît, un peu de silence. J'aimerais qu'on un ou une à la fois. Je vais déjà rassurer monsieur, parce que le loup, c'est l'espèce qui a un statut de protection plus élevé dans tous les pays qui nous entourent. Et à un moment donné, quand on parle d'équilibre des espèces aussi, on doit aussi intervenir sur les populations de loups. Et aujourd'hui, le loup, c'est pas du tout une espèce qui est en danger au niveau français, puisque vous parlez de la France tout à l'heure. Et c'est une espèce qui va devoir, et je pense que je ne serai pas à la retraite, c'est dans quelques années que je serai à la retraite, mais je pense que d'ici là, le loup sera probablement une espèce qu'on devra chasser pour maintenir certains équilibres, et notamment l'équilibre par rapport au pastoralisme en montagne, parce que le pastoralisme en montagne, c'est quelque chose de difficile. Cet après-midi, je discutais avec un éleveur que je connais, et c'est une zone où il y a des loups qui s'installent maintenant. Et lui me dit, moi je vais arriver à la retraite, mais j'espère que quelqu'un reprenne mon exploitation. L'année dernière, il a eu un de ses voisins qui a eu de la prédation sur son troupeau, et son voisin disait, je crois que je vais jeter l'éponge. Et le jour où ces éleveurs jettent l'éponge, eh bien on va perdre beaucoup d'espèces aussi, on va perdre aussi l'entretien des biotopes qu'on souhaitait. Et cet équilibre qu'on a connu en montagne, qui produit aussi des produits intéressants aussi, il y a une économie de montagne qui est liée au pastoralisme, eh bien elle peut être mise finalement en péril avec certaines espèces. Et le loup aujourd'hui a un statut de protection qui est certainement trop élevé par rapport aux problèmes qu'il va nous poser. Et aujourd'hui, on a toujours tendance à minimiser les impacts du loup. Il ne faut pas se cacher la face, il y a des impacts. Ce n'est pas une espèce simple, d'ailleurs on n'en parlerait pas si on parle beaucoup moins des corneilles ou de certaines espèces que du loup. Mais le loup intéresse particulièrement les gens, je ne sais pas, probablement parce que c'est, pour certains, dans les fantasmes, c'est le retour à la nature, mais le loup peut vivre dans les villes et puis se nourrir dans les poubelles. Oui. Ok, merci. Marco Guglielzo, encore une intervention, et après vous, Marco Guglielzo. Très brièvement, à propos du loup, je parle en tant que vétérinaire de médecine de campagne, de bétail. Avant encore d'être un problème pour les chasseurs, le loup est un problème pour l'agriculture, pour le pastoralisme. Et on a entendu, il y a déjà la tendance à abandonner le territoire par les paysans, parce que c'est une profession qui est très dure, qui est plus appréciée comme avant. Et alors, c'est un gros problème, ce retour du loup pour ces paysans, parce que ça cause des coûts. Ceux qui sont pour le loup, ils disent « Oh, bon, vous devez protéger l'environnement, vous devez mettre des lacets. » Dans les lacets, on a vu dans une conférence précédente, il y a des animaux sauvages qui meurent étranglés dans les lacets, des cerfs, des bouquetins aussi, des chamois, partout. Et puis, le loup, c'est un prédateur qui, spécialement pour il ne tue pas seulement ceux qu'il mange, mais c'est bien connu comme principe en biologie de la faune, le surplus killing. Quand il a des brebis, des moutons, il en tue une, puis les autres sont un peu bêtes, elles restent là, regarder, alors il en tue un autre, il en tue, dans une nuit, il en tue 15, 20, et puis il en mange une moitié d'une. Alors là, c'est déjà un problème qui va au-delà de la gestion de la faune sauvage et des chasseurs. Et puis il y aurait beaucoup d'autres aspects. Mais je veux seulement conclure pour dire que si nos ancêtres ont employé des milliers d'années pour résoudre ce problème du loup, c'est pas seulement, comme on dit aujourd'hui, parce qu'ils étaient bêtes, nos ancêtres. Et plutôt, nous, on raisonne maintenant, parce qu'eux, ils avaient faim, ils devaient combattre contre un élément qui causait des gros problèmes de survivance. Tandis que nous, on a le ventre bien tendu, hein, on a le ventre bien tendu, alors on peut penser, je laisse manger mon cerf ou mon mouton au loup, et moi j'ai l'argent pour aller à la Migros ou au supermarché acheter ma viande. Voilà. Merci beaucoup Marco, extrêmement intéressant. Dans l'équipe là, qui c'est qui prend la parole? Oui. Michel Ernest. Eric, je suis l'ancien président du territoire Bormonsan comme prédateur. Quand j'entends ce monsieur qui dit que le loup se sert seulement pour se nourrir,
c'est une catastrophe. Monsieur vient de le dire, le loup, tant que ça bouge, il tue, il massacre, il laisse des animaux dans des états pitoyables, et je ne comprends pas pourquoi la protection des animaux n'intervient pas. Parce que quand on voit un poulain ou un bovin, enfin même un agneau qui est à moitié bouffé et qui doit crever après 3-4 jours parce que le loup lui a bouffé la moitié d'une cuisse, c'est absolument scandaleux. Maintenant, on a dit qu'on ne parlait pas du loup aujourd'hui. Non, mais donc, on est en démocratie. Voilà, la question est posée. Je crois qu'aujourd'hui, on doit faire vraiment intervenir au niveau politique pour que cet animal soit en tout cas régulé, voire fortement régulé, surtout dans les alpages, surtout dans les régions. Merci Eric. M. Crétin l'a dit, le pastoralisme n'existerait plus si les bergers, les éleveurs n'allaient plus en montagne pour protéger toute la biodiversité qui existe en montagne. Les avalanches, le problème de tout ce qui pourra se passer le jour où il n'y a plus d'animaux qui broutent ces terrains-là, il y aura des immenses problèmes. Merci. Je ne veux pas continuer sur le loup parce que je pense que l'année prochaine on en parlera. Oui, pardon, l'année prochaine on en parlera beaucoup plus. J'aimerais venir sur le problème du lobbyisme. J'aimerais vous donner un exemple. Le lobbyisme au niveau politique, chez nous, on a vu ça, on est allé à Berne trouver les conseillers nationaux grâce à deux conseillers nationaux qui nous ont donné l'entrée de pouvoir discuter avec les conseillers aux États. On a discuté avec les conseillers aux États et on s'est aperçu que ces gens-là ne sont pas au courant de ce qui se passe exactement. Et on a pu discuter avec ces gens. Et je vous donne un exemple. Je vous donne le nom parce que c'est officiel. Madame Savary, qui est une conseillère aux États socialistes, vaudoise, qui n'est pas essentiellement pour la chasse. Quand on a discuté du problème de M. Fournier concernant le loup, on a dit, mais écoutez, on va poser le problème. Elle a dit, écoutez, vous avez tout à fait raison, mais moi je ne peux pas aller contre mon parti. La seule chose que je peux faire, et ça c'est pour en venir au lobbyisme, la seule chose que je peux faire, c'est le moment où il y a la votation, c'est de ne pas être dans la salle. Et qu'est-ce qui s'est passé lors des votations? Il manquait 2 voix, on a passé à 1 voix près. 95-93. Voilà, c'était aux États. Exactement. Et ça a passé parce que deux personnes nous ont dit ça. Nous ont dit la solution, alors le lobbyisme au niveau politique, c'est très important. Et ça, il faut le faire. Ça, c'est à nous, c'est à vous qui êtes à la fêtière de la chasse. De faire le nécessaire. Merci bien, Pierre, c'est bien parce qu'on fait le lien encore de nouveau avec le biotope, le pastoralisme et tout, c'est bien. Madame, vous voulez dire quelque chose? Je voulais juste dire que je n'étais pas du tout d'accord. D'accord. Monsieur, la Et dernière. que vous prenez un peu les arguments d'Éric. Oui, mais c'est bien. qui dit que moi, j'y crois pas du tout que le loup est venu naturellement. D'accord. D'accord. Et que là-bas... Merci. Non, mais c'est intéressant. On viendra. On n'a pas voulu, comme vous savez, il y a pas mal de dispositions en cours. Yvon m'a bien expliqué, Fabio et tout. Pascal? Juste pour qu'on comprenne, vous êtes confrontés, vous êtes juste qu'on comprenne. De quoi? Par rapport au loup. Soit par, je sais pas. Non, pour l'instant pas. D'accord. Ok, merci. Antoine? Bertrand? Je voulais seulement dire à monsieur qu'aucun chasseur, mais vraiment aucun chasseur veut éradiquer le loup. La seule chose qu'on veut, c'est avoir le droit de pouvoir lutter contre lui, quand il fait des dégâts. Et c'est ça que je trouve toujours dommage, que ces gens-là nous mettent comme des grands tueurs du loup. Voilà. Juste une petite chose. Monsieur, docteur en biologie, vous appréciez les réponses qui sont nuancées? J'ai apprécié. Merci. Et je crois qu'il faut échanger. J'ai apprécié. Vous savez, c'est une grande espérance mondiale avec les Chinois, les Turcs, les Américains, les djihadistes, toutes les religions de ma carrière mondiale. Il faut toujours partager. J'ai fait ça 17 ans de ma vie. Il faut toujours laisser parler, écouter, et c'est intéressant. Manu Piachot, rapidement. Oui, alors en dehors de ce qui est du loup, par rapport au lobbyisme, j'entendais tout à l'heure que vous disiez que c'est très important de s'appuyer sur les politiques, c'est ça qui est le plus important. Je pense qu'il y a un gros travail que vous faites au niveau des politiques et que
si je peux me permettre, justement pour les non-chasseurs, les non-initiés, en fait, ce lobbyisme fait peur, en fait, parce qu'ils ont vraiment l'impression que la chasse en Suisse est grâce aux politiques, étant donné qu'ils ne connaissent pas énormément. Donc j'en reviens juste à ce qui était dit, il faut vraiment s'appuyer sur les politiques. Oui, bien sûr, je pense que pour les chasseurs, c'est très bénéfique, mais je pense que c'est très important aussi de ne pas oublier que le grand public doit aussi être convaincu. Ça, c'est certain. Ça a été dit, j'entends, ça a été dit par Dany, ça a été dit surtout. Il est clair qu'il est. J'adore les politiques, je ne suis pas politique, mais je suis pas politique. J'entends, les politiques sont influencés par les médias, par tout ça, par la population et par la société civile. Si vous avez les N77 et tout qui viennent, etc., les politiciens, ils font un petit peu attention parce qu'il y a bientôt les élections et tout, mais on est d'accord avec ça. Et je crois qu'ils ont bien compris le lobbying, leur volonté des réseaux sociaux, de communiquer, comme a bien dit Dany, en dehors des chasseurs, pour influencer les gens. C'était très intéressant. Moi, je propose, Dany. Oui, je sais, tu veux changer de thème. Oui. Mais je me posais seulement vite une question. Alors, vous, monsieur, vous avez parlé de la biodiversité. Et vous avez entendu ça, je suis sûr, vous êtes au courant, on n'a jamais parlé d'élimination de les loups. Mais le Grand Conseil, le Conseil aux États, le Conseil aux États, le Conseil national discute pour une régulation et pas pour une élimination. Ça veut dire on garde quand même la biodiversité. Vous pouvez me dire maintenant pourquoi vous avez quelque chose contre ça? Parce que nous, on veut, comme Anton Merkel a dit maintenant, on veut la possibilité de réguler. Et pas, on ne parle pas de l'élimination. Alors, ça veut dire la biodiversité, on garde. Je peux rajouter seulement une précisation, peut-être que vous ne le savez pas. Le loup reste une espèce protégée, comme le bouquetin. Le bouquetin est une espèce protégée, mais on chasse les bouquetins parce qu'il faut une régulation. Le loup, c'est la même chose, le même principe. Il reste protégé, mais on permet des tirs sur des exemplaires quand il y a des problèmes, où il y a des situations qui sont critiques, mais il reste une espèce protégée. Seulement pour être clair. D'ailleurs, c'est bien pour ça, monsieur, que notre ami le conseiller aux États, Jean-Né Fournier, ancien conseiller, était condamné. Non, mais je crois que c'était bien cet échange. Je propose qu'on arrête là-dessus, on passe au... Ah, il n'a pas répondu. Ah, vous devez répondre. Vous avez bien fait de venir depuis Genève. Hein. Dis donc, qu'il vienne l'année prochaine. Ouais, si vous voulez, j'ai fait une conférence à Genève il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais c'est quoi la réponse? Non, mais la réponse, je suis d'accord pour la régulation. Parce que j'ai fait partie de ceux qui ont lâché les mouflons dans les Alpes. J'étais avec le WWF à l'époque. C'est pas une référence. Allez, s'il vous plaît. Justement. Et c'est pour vous dire que j'ai fait partie de ceux qui ont lâché les ongulés, qui ont lâché aussi malheureusement des ours et autre chose. Voilà. D'accord. Ok, merci. Donc il est d'accord avec cet aspect de régulation. Mais merci Monsieur, je vous remercie d'avoir écouté et j'entends d'avoir pris positivement les réponses, les remarques qui ont été données. Je crois que c'est ça l'échange et ça c'est très important. Merci. Je me rappelle aussi avec le loup, on a fait venir Jean-Marc Landry, la Fondation du loup, il y a 2 ans. Il est joué plus long que moi. Et il est venu, il a parlé du pastoralisme, on voyait ces problèmes où il n'y avait plus de bergers, où il y avait les chiens. C'était intéressant. On reviendra là-dessus l'année prochaine. Bon, on passe au point 2 parce qu'on va aller tous boire l'apéro ensemble après. Ah oui. Cohabitation, le second thème, cohabitation homme, faune, flore. Alors ça c'est intéressant aussi. Je suis très content de ce premier thème, comme on a débattu au niveau de la méthode. L'augmentation du dérangement hivernal, spécialement dans les zones touristiques et de loisirs. Là, on parle de héliski, de ski de randonnée, de ski hors piste, etc. Quelles solutions pratiques et concrètes? Messieurs, dérangement hivernal, héliski, ski de randonnée, etc. Solutions pratiques. Qu'est-ce qu'on fait là contre? Il y a des dérangements, comment? Alors, allons un peu plus vite, là. Tac, 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 tac. Réaction dans la salle. Non, on s'est justement vu à Chamonix, c'était le thème du congrès, des renseignements sur la faune, que on vient de découvrir, et c'est là l'information justement qu'on doit donner, que ce n'est pas maintenant
la chasse le problème pour la conservation des espèces. On a toutes sortes d'activités sur le territoire, surtout des activités sportives, soit en hiver qu'en été, on les a dit. Prenons les deux. Voilà. Pardon. Aussi pour l'été, je profite de parler de l'été. L'été, il y a le VTT, Voilà. la course à pied de jour et de nuit, le parapente, le wingsuit, ça ce machin débile, base jump, et quelle solution. Voilà. Été, hiver, dérangement, été, hiver de ces sports, de ces touristes. Voilà. Prenons les deux. Le problème, c'est la pratique de ces activités. On va avoir une approche qui est similaire, c'est-à-dire qu'on doit trouver des... si c'est le cas, parce que le dérangement, c'est surtout sur les sites de reproduction et sur les sites où la faune va chercher un refuge. N'oublions pas que les Alpes, la montagne, c'est un territoire très difficile. Chez nous, les espèces animales vont adopter des pratiques pour conserver leur énergie, etc. Et le dérangement, c'est vraiment très important pour la survie de ces espèces. Alors, on va, si c'est le cas, on va individuer des zones où on ne devrait pas faire ces activités. Mais je découvre avec une surprise que c'est plus facile à faire avec les chasseurs. Si on dit, dans cette zone, on ne chasse pas, normalement, les chasseurs ne vont pas chasser. C'est vraiment très difficile maintenant de trouver une réglementation pour ne pas faire faire le VTT, le ski hors piste, etc. Parce qu'on a des difficultés à surveiller ces actes. Bon, on sait que dans le VTT, il y a des réseaux de VTT et tout, mais des fois, voilà, c'est le hors-piste et tout ça qui nous gêne. C'est vraiment, selon moi, je pense tous, le défi qui nous attend maintenant. Très intéressant. Merci Paolo. Je propose Yvon. Pour nous, c'est la même chose, c'est cette S'il vous plaît, espèce de un peu de concept silence. du territoire, avec toutes ces activités qui est problématique, et on voit quand parce qu'on homologue aujourd'hui des parcours VTT, des parcours sentiers pédestres d'été, d'hiver, randonnée, il y a ski, etc. Et quand on fait la superposition de tous ces sentiers, les grandes zones dans lesquelles on avait des populations de chamois florissantes, etc., elles se retrouvent tout à coup isolées les unes des autres, et puis il y a souvent plus de problèmes des problèmes de connexion entre ces sous-populations. Et finalement, c'est pas, effectivement, comme tu l'as dit, c'est pas la chasse qui va causer la diminution de certaines espèces, c'est vraiment la pression humaine. Et aujourd'hui, les Alpes sont considérées comme des terrains de jeu. On fait aussi ça parce que, quelque part, économiquement, je dis, on était les enfants pauvres d'économie, on n'a pas pu développer l'industrie, mais aujourd'hui, on a l'industrie du tourisme qui marche en plein, on peut dire. Les gens viennent des villes le week-end seulement. Il y a 30 ans, on n'avait pas ces problèmes. Aujourd'hui, il y a toutes ces activités, je dirais, qu'on essaie de canaliser. Mais quand on donne une autorisation pour un trail, par exemple, on voit, ça se passe sur un week-end, on se dit un week-end, une course, pas de problème. Mais finalement, les gens s'entraînent toute l'année pour faire cette course. Et pendant toute l'année, on a des dérangements dans des zones qu'on n'avait pas. Donc on doit être très attentif, effectivement, comme responsable de la gestion à ces nouveaux phénomènes. Mais j'ai une question, je vois bien, après on dit il y a des filles finalisées, mais là, comment ça se passe, j'entends? Vous, au niveau des services étatiques, je veux dire, vous travaillez avec les forêts, parce qu'il y a des chasseurs respectent, mais les autres, alors comment vous faites au niveau des... pour protéger, pour éviter, avec qui vous traitez? Le service des forêts, les communes, les bourgeoisies, je sais pas. On a des groupes de travail au sein de l'État, on communique entre différents services qui ont des responsabilités, on a des bases légales différentes. Il y a la loi sur la mobilité de loisirs qui est toute récente finalement au niveau du canton. Et là, on a un groupe de travail sur lequel on a fait, on peut dire, une directive à l'intention des communes. Donc on peut influencer aussi les communes après. Quand on analyse, on a des séances parfois bilatérales pour trouver des coordinations pour dire ce sentier-là ou cet itinéraire, on ne le veut pas, parce qu'il nous perturbe vraiment toute une zone, un district franc cantonal, un district franc fédéral ou une zone de reproduction. Donc c'est des actions très concrètes et qui sont souvent des coordinations. Mais qui se réalisent. C'est pas seulement le blabla entre les commissions, ça se réalise concrètement, interdiction, surveillance, police ou j'en sais rien. Mais c'est toujours très difficile parce que, je dis, quand on fait un itinéraire, en principe, on devrait le respecter. Or,
si on fait un itinéraire de pistes de ski, on balise les pistes, etc. Les gens qui vont à côté des pistes en utilisant les remontées mécaniques, personne ne leur dit quelque chose, on les regarde simplement. Donc, il y a effectivement... C'est le problème des skis hors piste, ça devient fou. Ok. Merci. Dany, là-dessus, sur ce point? Non, parce qu'on est toujours ensemble, tu sais. Je sais, Pascal. Non, oui, je pense qu'on va respecter les espaces de chacun. C'est vrai que pour les chasseurs, c'est facile, ils délimitent une réserve permanente ou partielle et puis on n'y va pas. Maintenant, c'est vrai, c'est compliqué. Pourquoi les citoyens ne suivent pas les recommandations et les zones de tranquillité, ils en vont faire partout. C'est vrai que la nature appartient à tout le monde aussi, mais voilà, il faut justement, comme je disais au début, fixer des objectifs par espèce. Peut-être il y a un endroit pour protéger plus fortement une certaine espèce, et puis il faut faire appliquer simplement ce qui est décidé. Alors je sais que c'est pas facile, mais non, je vois pas autrement là. Mais c'est là aussi que voilà, que les citoyens responsabilisent et appliquent. Et vous voyez, c'est là, plus mesdames et messieurs, plus le lobbying pour la nature est positif, plus la communication est positive, plus les gens n'oseront plus faire n'importe quoi. Parce qu'on ne peut pas. Comme nous à l'époque, on foutait les verres par terre peut-être, on foutait tout dans la même poubelle, les verres et le reste, quand j'étais jeune, et maintenant on dit voilà, ben, le verre, on doit mettre là, on commence à trier. Donc là, l'importance aussi de la communication, du lobbying et tout ça. Fabio. Alors, tout d'abord, il faudrait rappeler que peut-être que vous ne savez pas cette information, qu'en Suisse, il y a le 7% du territoire qui est urbanisé. Alors apparemment, il y a la plus grande partie du territoire est nature. Mais c'est clair que cette partie est beaucoup sous pression, la population augmente et surtout par les villes, il y a une pression importante sur la nature. Et c'est un peu un paradoxe parce que dans les villes, il y a ceux qui sont contraires à la chasse normalement, qui pensent que la chasse est quelque chose de pas bon pour la nature. Et puis le week-end, ils viennent faire les excursions, faire toutes ces activités que tu as mentionnées. Ce sont surtout ces habitants des villes qui mettent la nature sous pression dans les régions alpines surtout. Mais pour nous c'est important, et peut-être Marc on peut rajouter quelque chose. Par exemple, on est en train d'instituer des zones de tranquillité pour la faune. C'est un processus très difficile parce qu'il y a beaucoup d'intérêts. C'est pas évident de trouver des compromis. Le tourisme, la chasse, qui est le moindre des problèmes quand on parle de tranquillité de la nature. Parce que c'est pas la chasse qui est le vrai problème. Ce sont surtout d'autres utilisateurs de la nature. Et là, on est en train de chercher des solutions pour créer ces zones de tranquillité comme c'est prévu par l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature, mais je dois admettre que c'est pas très facile. Marco, tu étais dans la commission qui s'en est occupée. C'est pas facile, c'est un problème assez difficile parce que justement en 2012, une ordonnance fédérale a créé les bases légales pour instituer des zones de tranquillité dans les cantons. Il y a des cantons où ça fonctionne déjà assez bien. Par exemple, le canton de Grison, c'est depuis le 1990 que ça existe, ces zones de tranquillité, surtout dans la période d'hiver. Et là, on doit dire qu'elles sont bien respectées parce qu'il y a au niveau des communes, au niveau des bourgeoisies comme ça, qui règlent ces zones de tranquillité. Puis il y a des personnes partout qui contrôlent, même comme volontaires. Il y a des chasseurs aussi, des gars de chasse qui contrôlent. Et je dois dire que ça fonctionne vraiment bien. Il y a d'autres cantons, par exemple chez nous, on a fait l'année passée, il y a 2 ans, un projet on a dit on commence à faire quelque chose pour sensibiliser les personnes dans les villes. Et on a institué, dans un projet, on a environ 45 zones de tranquillité pour le canton de Tessin, c'est pas beaucoup.
ça fait moins que 1% du territoire, mais déjà dans la procédure de consultation, il y a eu des dizaines d'oppositions, et à partir des alpinistes, à partir des agriculteurs, des skieurs, comme ça, et maintenant suivra la semaine prochaine la deuxième phase où on devra examiner toutes ces observations et voir à la fin ce qui sort de ce grand projet fait avec beaucoup d'enthousiasme. Où je vois la grande contradiction, c'est entre les villes et les campagnes. Les villes sont par exemple contre la chasse parce qu'ils disent que les chasseurs détruisent la faune, et puis c'est eux qui viennent causer les plus grands dérangements. Non, je crois que là, sur le fait de la nature, cette protection, je pense qu'il y a au niveau de la communication, le fait que l'on doit préserver la nature. Gandhi d'Inde a dit: on mesure le degré de civilisation d'un pays au niveau avec lequel il s'occupe de la nature et des animaux. Monsieur Gandhi. C'est comme la converture fétale un peu. Alors, je vais noter aussi le drone et les photos. Drone et les photos. Hein, les vols de drone et photos, ça gêne un peu. Vous avez pris ça dans le colloque des experts là-bas. Drone et photos. Vous avez un problème avec les drones là-bas? Oui, on va commencer avec le drone aussi, mais pour l'instant chez nous, il n'y a pas encore une grosse activité. Tandis que l'activité de photo nature, disons comme ça, est réglée. On ne peut pas aller faire des photos dans les périodes ou dans les sites. Voilà. Tu veux noter ça, c'est intéressant ça. En Valais? Alors en Suisse, on peut dire qu'il n'y a pas de base légale. Pas encore. Pas encore, mais ça va arriver. Ça va arriver. Je suis dans la commission de transport. Voilà. Et il y a dans les réserves, c'est les réserves d'importance nationale et internationale pour les oiseaux d'eau, il y a déjà une interdiction de survol avec les drones. Mais c'est une problématique qu'on a déjà rencontrée. On a des gardes qui nous ont signalé des observations du style pendant le rut des cerfs, et bien des gens font voler leur drone au milieu de la harde. Et puis les cerfs, évidemment, sont mis en fuite, et puis on recommence un peu plus loin, etc. Donc il y a cette problématique. Au niveau de la photographie, il y a 30 ans, 40 ans, les appareils photo étaient très différents d'aujourd'hui, et il n'y avait que quelques spécialistes qui faisaient de la photo aujourd'hui. Avec le dernier Weiwei, vous avez 50 fois l'agrandissement, donc plus grand qu'un appareil de l'époque, avec une qualité exceptionnelle. Puis chacun veut essayer de faire des photos de la faune, ramener ça à la maison. Il y a des échanges aussi, même en période de rut, de gens qui observent les cerfs, j'ai photographié celui-là, etc. Des chasseurs également, photopièges aussi, et les photopièges, alors ça j'en parle même pas, il y en a partout. Mais c'est surtout, c'est des dérangements permanents aussi, et ces gens vont, pendant les périodes de reproduction, pendant la période de pariage des tétraliers par exemple, et ça c'est problématique vraiment pour les C'est vrai, dans l'époque on montait la courbe de là pour écouter le rut des cerfs, maintenant on va... Mais il y a aussi une bonne chose avec les drones. Aujourd'hui, on a commencé à Valais avec, dans les autres cantons aussi, pour aller chercher les chevreuils. Bravo. Avec des caméras thermiques. Et là, alors il y en a top et flop. Et il y a c'est vrai qu'il y a la technologie, il y a des avantages aussi. C'est Pascal là-dessus? Pascal? Non, pareil, oui, c'est avec plaisir qu'on voit en Suisse romande. Je ne connais pas moins la partie alémanique, mais en Suisse romande, il y a vraiment dans chaque fédération des beaux projets justement avec cette technologie de drone pour le sauvetage qui a vraiment bien marché cette année. C'était vraiment, je crois que j'ai jamais eu autant d'informations là-dessus. Après, c'est clair que la période de production, elle est tellement importante pour ces animaux que il faudrait vraiment pouvoir limiter, avoir une base légale, chose qui devrait venir. Alors voilà, il y a les dangers, les avantages et les dangers. C'est ça que je porte. Monsieur le conseiller national. Très vite, la technologie doit être un instrument, on peut l'utiliser d'une façon intelligente ou d'une façon stupide ou qui fait des dégâts. Et dans le cas des drones, tu as mentionné un bon exemple, celui d'utiliser les drones pour chercher les chevreuils. Ça, c'est une façon intelligente d'utiliser la technologie. Et par contre, il y en a ceux qui utilisent les drones pour des buts stupides et en faisant vraiment des dégâts qu'on n'imagine pas. Alors, ce que je peux dire, les drones sont en train d'augmenter parce qu'avec 1000 francs, tu achètes un drone déjà très performant. Et maintenant, l'État est en train de réagir.
c'est toujours un peu en retard, mais ils se sont rendus compte qu'il faut réglementer ça, parce que sinon, comme pour le loup, si on ne le règle pas, ça devient vraiment très problématique. Et prochainement, je pense qu'on va en discuter dans la commission dont je fais partie, celle des transports et des télécommunications, parce qu'on recevra une proposition, un message avec une base légale pour régler l'utilisation des drones, qui sont aussi très dangereux, pas seulement pour les animaux, mais aussi pour les hélicoptères. Par exemple, il y a eu un cas tout près où j'habite, un drone qui a eu un crash contre un hélicoptère, et c'est vraiment pour un hasard que l'hélicoptère a pu rentrer avec un dégât, mais sans tomber. Alors voilà, c'est un problème, il faut l'aborder, il faut trouver des solutions, parce que comme ça, sinon ça va hors contrôle. Merci. Voilà, la salle, Jean-Michel, sur la cohabitation hommes-femmes des villes. Alors, j'aimerais prendre un thème de sensibilisation, parce qu'il est vrai que ça fait des années qu'on parle, je m'adresse ici à Yvon Crétenant, de dire attention, il faut protéger. On a mis en place un système de réseau avec des panneaux d'information entre la Fédération valaisanne et le service de la chasse. Ce qu'on constate, c'est très bien, mais aujourd'hui, s'il n'y a pas des moyens de contrôle derrière, les gens passent par-dessus, au même titre qu'on a les mêmes problèmes avec les pistes de ski. Sécuriser les pistes de ski, on voit tous les points. Donc ça veut dire qu'à mon avis, il faut légiférer, mais il faut aussi mettre, et là je m'adresse aux politiciens, il faut mettre des moyens à disposition pour contrôler ça, parce que sinon ça ne sert à rien. Et quand on voit qu'effectivement, je pense que tous les cantons ne sont pas concernés de la même façon. J'imagine que les cantons où il y a du plateau, c'est moins sensible que des cantons comme les Grisons, qu'on vient de dire, ça a été réglé parce qu'il y a des moyens qui ont été mis à disposition. En Valais, c'est clair que quand on voit que le dimanche soir, les gens font 2 heures de fil de voiture pour rentrer chez eux parce qu'ils sont venus, et on veut, nous, ici, les cantons alpestres, éviter d'être des réserves d'Indiens. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, prenons-nous en charge, nous, évitons aussi que ce soit les grandes villes qui dirigent, et puis que nous, on subisse. Et là, il y a toute une cohabitation, aussi bien de la population de tous les jours que du politicien, et c'est là la mission essentielle, au même titre que dans un autre domaine, les réseaux sociaux ou autres, service social, que les politiciens doivent s'engager pour dire, maintenir ce que j'ai dit avant, un équilibre. Merci Jean-Michel. Là, je profite de ça. Il y a des bases légales, bases réglementaires, messieurs les hauts fonctionnaires. Après, il y a la police, il y a des amendes. C'est facile de dire ça, mais on va dans ce sens-là. Il faut sanctionner. Il y a que l'amende qui régularise, pour finir. Dans des cas, on a créé des zones qui s'appellent d'ailleurs des zones de tranquillité contraignantes, où il y a une période d'interdiction de pénétration à l'exception de parcours qui sont nullement signifiés sur des cartes. Et puis là, il y a des amendes qui sont distribuées. C'est ça. Tu vois, Jean-Michel, voilà, ça c'est important. Mais ça nécessite des moyens. Je sais, on ne peut pas avoir un garde en permanence autour de la zone. Mais Paolo, les sanctions, amendes, comment on intervient? Malheureusement, il faut sanctionner. Alex, c'est comme ça, ouais. Je crois qu'il faut et on peut sanctionner dans des cas très, très stricts, non? C'est-à-dire qu'on n'a pas, avant tout, on n'a pas de moyens, on n'a pas les gens pour aller partout pour contrôler tout le monde. Alors, chez nous maintenant, on a depuis quelques années la reproduction du gypaète, non? Et alors on a des... Le gypaète barbu. On a des endroits où le nid du gypaète est très près des montées, des escalades sur la glace. Oui. Alors on a fait on a interdit de monter. Alors là, on peut mettre quelqu'un qui va contrôler, parce que c'est un endroit fixe. Mais aller dans toute la région, contrôler les gens qui ne sortent pas des pistes, qui vont, c'est impossible. Alors là, vraiment, tu disais, il faut faire de la communication. On doit créer de la culture, on doit expliquer aux gens que chez nous, les tétralyres en hiver, ils sont très en difficulté, c'est pour ça qu'on ne veut pas qu'ils vont partout, etc. Il faut créer de la culture. Merci beaucoup. La salle, vous voulez intervenir sur ces dérangements encore? Dérangement entre l'être humain, oui. Moi, si je peux juste intervenir, je pense que bien sûr que les amendes, etc., c'est important et que dans des cas extrêmes, justement, mais
la prévention est importante, l'éducation est importante, et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les programmes scolaires. Je prends mon exemple, quand j'étais gamine, j'avais un prof qui était chasseur, qui prenait ses 2 semaines en automne, mais qui, au lieu de nous faire des cours de sciences nat qui étaient appliqués au programme, nous embarquait toute la classe en forêt, à toute saison, pour nous sensibiliser aux animaux de la forêt, à la tranquillité de la forêt, etc., parce qu'on devait se tenir très tranquille. Et ça a été, à mon avis, pour nous, le moyen de nous sensibiliser à ça. Et moi, je suis partie vivre en ville après ça, et autour de moi, je vois que ça a manqué. Merci beaucoup. Et Natacha, outre que c'est une très forte dans la communication, elle adore les oiseaux, elle adore les animaux, la nature. Vous l'avez entendu. Fabio. Vite sur ce point, nous au Tessin, grâce à me, cos'è? 5.000 cosa 5.000? Ah ok, no, c'est ce que je voulais dire. Nous au Tessin, grâce à l'équipe qu'on a, on va régulièrement dans les écoles, on présente les animaux, on les amène dans les forêts et avec les classes des enfants, des jeunes, on montre la réalité de la nature parce qu'il faut se rendre compte que beaucoup vivent dans les villes et ne savent absolument rien de ce qui se passe vraiment dans la nature. On ne part pas directement de chasse, on part de la nature, de la diversité qu'il y a dans la nature. Et mon secrétaire m'a rappelé qu'on a fait 5000 élèves qui ont au Tessin, qui ont suivi ces journées dans la nature. Et ça, je trouve c'est très important, la sensibilisation. Ça prend de plus en plus d'importance dans une civilisation qui est de plus en plus urbaine. Ça, il faut le reconnaître. C'est comme ça. Et juste quand on parlait de lobby et d'image de marque, justement, les chasseurs ne chassant pas toute l'année, mais étant sensibilisés à la nature toute l'année, justement, pouvoir peut-être organiser avec des sociétés de chasse, d'emmener les enfants en forêt, comme ça aussi, ça fait une meilleure image du chasseur auprès des enfants. Absolument. Merci. Ça, c'est vrai, c'est essentiel. Et pour moi, les enfants, c'est des générations futures. Et j'ai lu beaucoup de choses d'écrivains, de philosophes. On doit vraiment tabler sur les enfants, surtout sur cette biodiversité. C'est pour ça qu'on fait salon international aussi. Et c'est comme ça qu'on sensibilise. Et là, vous voyez, je ne vais pas vous dire. Après, j'étais patron d'une fédération de sport. Mais j'entends, le sport, c'est les enfants, et on sensibilise après les entraîneurs, les familles, les parents. Et là, dans la communication, mesdames et messieurs, c'est pour ça qu'on a fait les enfants. C'est pour ça qu'on a mis les animaux vivants pour les enfants. C'est pour eux qu'on a ces animaux vivants, ces démonstrations. Les gardes-faunes de Yvon qui sont venus les 5 hier, c'était 2500. Les gardes-faunes sont là. Il y a tous les enfants, on verrait les photos, les vidéos et tout. Et ça, c'est important. Et j'étais vraiment heureux aujourd'hui, combien d'armuriers, de chasseurs, de chasseurs, non-chasseurs, ils disaient, mais monsieur Cépès, ce que vous avez fait avec les enfants, avec les gardes-faunes, c'était extraordinaire, bravo, mais combien. Et c'est des gens qui me disent, et voilà, mais ils viennent dire ça spontanément, preuve que là, on est juste. Alors après, voilà, toute l'année. Autre chose, encore une autre question, une remarque. On arrive au bout, on a parlé de. Voilà, c'est